Aslema ou marhaba bikoum, comme on dit ici. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'expertise. Une fois de plus, nous nous déplaçons pour être au plus proche du terrain et de ses acteurs. Aujourd'hui, en Tunisie, dans sa douce et très méditerranéenne capitale de Tunis. Et pas n'importe où, puisque nous sommes dans les locaux de The Dot, véritable cœur battant de l'écosystème de l'innovation tunisienne. De quoi nous plonger tout de suite au cœur de notre sujet, création, innovation et entrepreneuriat. Comment les diasporas contribuent-elles au développement dans l'espace francophone? C'est le titre de ce nouveau rendez-vous de l'expertise. Ces émissions, vous le savez, puisque vous en êtes désormais des habitués, ce sont des moments forts d'échanges et de débats qui sont dédiés aux questions de coopération technique internationale et d'investissement solidaire mis en œuvre par Expertise France. Une fois de plus, l'émission sera traduite en anglais et en arabe. Je m'appelle Gallagher Fenwick. C'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer ces échanges qui vont voir des regards se croiser. N'hésitez pas à nous interpeller, à nous adresser vos remarques, vos questions. Certaines d'entre elles seront transmises aux intervenants. Avant de les rejoindre, j'ai souhaité que nous allions discuter avec celui qui a voulu que ce rendez-vous se tienne ici et sur cette thématique. C'est notre séquence Dialogue avec. Bonjour Jérémy Pellet. Bonjour Gallagher. Vous allez bien? Très bien et vous? Vous êtes le directeur général d'Expertise France. Je vais bien, merci. C'est sous vos auspices que nous avons le plaisir de lancer ce grand temps de conversation qui va se dérouler en Tunisie, qui va s'articuler autour de plusieurs notions, on va le voir, l'entrepreneuriat, la diaspora, sous le signe du développement et dans un espace, pas seulement, mais très particulièrement dans l'espace de la francophonie, c'est-à-dire dans ces pays où le français est l'une des langues qui est parlée. Peut-être une première question pour nous expliquer comment l'agence que vous dirigez, Expertise France, appuie l'entrepreneuriat des jeunes issus de la diaspora. Alors l'entrepreneuriat est une question absolument essentielle de développement. Dans l'espace francophone en particulier, on aura prochainement le sommet de la francophonie qui va d'ailleurs mettre cette question de l'entrepreneuriat au cœur de ces 2 jours de réunion. Les 4 et 5 octobre prochains. Les 4 et 5 octobre prochains, exactement, à Villers-Cotterêts. Et dans ce contexte-là, pour accompagner l'entrepreneuriat, nous nous intéressons depuis longtemps à la question des diasporas, qui est absolument essentielle. On connaît les diasporas notamment par les flux financiers, des montants considérables. La Banque mondiale évalue à 100 milliards de dollars les flux entre l'Europe et le continent africain tous les ans, par exemple. Mais au-delà de ça, nous considérons que les personnes issues de la diaspora peuvent être de formidables moteurs de l'innovation, de la création d'entreprises, parce que beaucoup cherchent à se développer sur de nouveaux marchés, et notamment sur le continent africain. Et c'est pour cela qu'on a accompagné, à travers des programmes à l'échelle du continent, comme Meet Africa, avec l'AFD, l'Union européenne, mais aussi avec des programmes dans un certain nombre de pays, les Comores, Madagascar, la République démocratique du Congo avec l'entrepreneuriat féminin, autant d'exemples où on cherche à mobiliser la diaspora pour faire en sorte de développer de nouveaux marchés et de les accompagner pour qu'elles puissent créer ces ponts économiques entre les 2 continents. Un poids économique effectivement qui est considérable. Vous avez cité ce chiffre, 100 milliards d'euros annuels. C'est, je crois, supérieur à l'aide au développement d'ailleurs sur le continent. Vous avez mentionné plusieurs pays. Pourquoi justement cette zone pour Expertise France, à savoir l'Afrique du Nord et plus spécifiquement la Tunisie? La Tunisie est un très bon exemple parce que nous y travaillons depuis un certain nombre d'années. Au départ, il y avait une volonté du gouvernement tunisien de lancer un Startup Act. En 2018, ça a été le point de départ de notre collaboration. Dans ce pays, on a aidé à créer The Dot, avec Zeynep, je crois, qui intervient tout à l'heure. Et puis, à partir de là, les autorités tunisiennes nous ont demandé d'élargir la palette de soutien sur de nouvelles thématiques, en particulier sur l'entrepreneuriat vert, le tourisme durable, les énergies renouvelables, aujourd'hui sur le champ du financement des PME et des TPE, qui est évidemment un axe essentiel. Et donc, petit à petit, nous avons élargi le scope des thématiques et le scope des secteurs sur lequel la Tunisie continue à développer de nouvelles entreprises. Alors peut-être que vous pouvez nous donner un exemple
très concret sur la manière dont Expertise France appuie l'entrepreneuriat, le secteur privé en Tunisie. Alors, quelques exemples de réussite de ce mouvement de création d'entreprises en Tunisie. ILEI.com, je pense que interviendra plus tard dans ce rendez-vous d'expertise. C'est un très bon exemple d'une marketplace, donc d'un endroit sur lequel on peut trouver tous les produits artisanaux d'une région, celle de Sfax, pour faire en sorte que les artisans puissent accéder à un marché plus large et permettre de diffuser leur propre production. Cet exemple en Tunisie, on l'a dans beaucoup de pays. Meet Africa a accompagné 150 entreprises, financé 114 d'entre elles pour créer de l'activité économique au Cameroun sur le cacao durable, au Sénégal sur le crowdfunding pour à son tour accompagner d'autres entreprises. Donc autant de réussites qui créent ce dynamisme, ce mouvement entrepreneurial très fort avec une nouvelle génération issue en partie de la diaspora, pas que aussi, beaucoup d'entrepreneurs africains qui aujourd'hui montent au créneau et vont à la conquête de nouveaux marchés. Beaucoup d'exemples de réussite, donc des chiffres, des idées qui assurément vont alimenter les débats qui vont se tenir donc en Tunisie autour de ces notions d'entrepreneuriat, de diaspora, placées sous le signe du développement. Le poids de la diaspora, il est considérable, le poids économique de la diaspora, il est considérable sur le continent africain. On va continuer de le voir. J'en profite au passage pour vous rappeler, comme Jérémy Pellet vient de le faire, que le 19e sommet de la francophonie va se tenir en France les 4 et 5 octobre prochains. On va très rapidement lancer notre première table ronde. Avant cela, j'aimerais qu'on s'arrête brièvement sur justement ce poids économique des diasporas à travers le monde, le profil de ces hommes, de ces femmes qui choisissent de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et le rôle qu'ils et elles jouent souvent dans le développement. C'est notre séquence Panorama, on la regarde ensemble et on se retrouve tout de suite après. Les diasporas africaines sont d'immenses contributrices au développement dans l'espace francophone. Créer, innover, entreprendre en français. Des idées, des dynamiques au cœur du 19e sommet de la francophonie. Il se tient en France les 4 et 5 octobre prochains, un événement majeur qui aborde les enjeux politiques, économiques, numériques et culturels de notre époque. L'essence même de l'entrepreneuriat est d'être une force transformatrice. Innover, créer, façonner des réalités économiques, culturelles et sociales. Projets associatifs, lancement d'activités artisanales, commerciales ou de franchise, développement d'entreprises innovantes qui nécessitent des levées de fonds. Autant d'initiatives qui génèrent richesse et emploi. En Afrique, cette dynamique est particulièrement marquée. La Banque mondiale souligne qu'en 2023, plus de 250 millions d'entrepreneurs ont contribué à 60% du PIB africain. Une majorité de ces entrepreneurs sont des femmes. Une vitalité entrepreneuriale essentielle pour une croissance inclusive, durable et capable de relever les défis majeurs du continent. Selon l'OCDE, en Tunisie par exemple, les binationaux qui retournent dans leur pays d'origine ont une propension plus élevée à créer leur propre entreprise. Ils contribuent au développement économique local. Les diasporas jouent également un rôle crucial dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Les ODD, elles bâtissent des ponts durables entre les peuples et favorisent une croissance économique et innovante. Par leur double lecture culturelle et économique des pays d'origine et d'accueil, elles participent à consolider les liens entre les nations. Leur investissement dans des entreprises locales, des projets immobiliers, sociaux et de développement sont des leviers puissants qui renforcent l'économie et favorisent l'innovation. Comment mobiliser le potentiel des diasporas pour contribuer au développement durable et à la croissance inclusive dans l'espace francophone ? Entre initiatives entrepreneuriales et investissements stratégiques, elles sont au cœur des dynamiques de changement. L'entrepreneuriat de la diaspora, un moteur de changement partout et notamment ici sur le continent africain. On en parle avec nos invités pour cette première table ronde intitulée L'entrepreneuriat de la diaspora, levier de développement et de coopération internationale. C'est notre premier grand angle. Je vous rappelle que vous pouvez aux invités que j'ai le plaisir d'accueillir, à commencer par vous, Éric Vincent Guichard, si la connexion fonctionne bien, car vous êtes en direct avec nous depuis Washington DC, capitale des États-Unis. Vous êtes le fondateur et PDG de Homestrings, qui propose du conseil
notamment auprès des diasporas, conseil en investissement et en structuration financière de ces investissements. Pas certain que la connexion fonctionne, mais on va essayer de la rétablir. Je vais me tourner vers vous, Kara Diaby, qui êtes également en direct avec nous. Vous, en revanche, vous êtes aux Émirats Arabes Unis et plus précisément à Dubaï en direct avec nous. Vous êtes le fondateur de Repat Africa, une organisation qui a pour objectif d'augmenter l'engagement de la diaspora. C'est ce que vous m'avez expliqué et ça tombe bien, cher Kara, parce que ce sujet, il est au cœur de notre conversation du jour. Amine Aloulou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio, le studio d'Expertise France ici à Tunis. Vous êtes le président de l'ATUJ, l'association des Tunisiens des grandes écoles. Vous allez dans quelques instants nous expliquer comment l'ATUJ se met au service à la fois de la diaspora mais aussi du développement au travers de son réseau, de ses réseaux. Merci encore de prendre de votre temps, cher Amine, pour être à nos côtés aujourd'hui. Merci. Zeyneb Messaoud, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Je le disais avant qu'on rentre en plateau, on n'a presque plus besoin de vous présenter. C'est un peu comme le loup blanc. Les gens connaissent bien, notamment de DOT que vous dirigez. Vous en êtes la directrice exécutive. Je l'ai dit dans l'introduction, j'en profite pour vous remercier de nous avoir ouvert les portes de vos locaux qu'on voit dans la première séquence de cette émission. Et c'est vous qui m'avez expliqué ça, le cœur battant de l'écosystème de l'innovation tunisienne. On va beaucoup en parler aujourd'hui aussi, Zeyneb. Merci infiniment d'être avec nous donc, pour cette toute première table ronde, l'entrepreneuriat de la diaspora, donc levier de développement et de coopération internationale. Juste avant de vous donner la parole, Zeyneb, pour toutes celles et ceux qui nous regardent à distance, vous aurez remarqué une petite particularité. C'est que tous les intervenants et les intervenantes de ces deux tables rondes ont insisté pour que je m'adresse à eux, à elles, par leur prénom. Ils vont en faire de même avec moi. Et je pense que ce mélange à la fois de sérieux et d'informel, c'est un petit peu l'une des caractéristiques de cet écosystème entrepreneurial dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Zeyneb, on a entendu Jérémy Pellet, le directeur général d'Expertise France, dans cette séquence introductive, Dialogue avec, parler de l'importance de l'entrepreneuriat de la diaspora, son poids économique, évidemment, la manière dont il faut l'appuyer. Vous, quand on a discuté pour préparer cette émission, vous m'avez dit que cette diaspora, dans le cadre de l'aventure entrepreneuriale, elle peut jouer plusieurs rôles. Et j'aimerais, brièvement, que vous nous parliez de certains de ces rôles. Je crois qu'il y a un rôle d'investisseur parfois, un rôle de mentor aussi, et puis un rôle d'entrepreneur aussi, évidemment. Oui, bien sûr. Donc, historiquement, la diaspora a toujours joué un rôle dans son pays d'origine, c'est-à-dire que c'est des personnes qui quittent le pays mais gardent des liens très forts pour la plupart, notamment avec les familles qui continuent à financer, à aider, à supporter. Ils aident même d'autres membres de la famille à les rejoindre dans les pays là où ils ont immigré. Mais ça a beaucoup évolué et on voit d'ailleurs, vous le dites à un moment dans la vidéo, dans le rapport de l'OCDE, la diaspora tunisienne est beaucoup plus apte à entreprendre. Elle a une proportion bien plus forte à entreprendre. Donc c'est une diaspora qui a de l'expérience, qui a un réseau, qui a accumulé un savoir-faire et qui revient à partir du moment où il décide de revenir ou même de rester, mais d'entreprendre ou d'investir, apporte tous ces outils-là, tout ce matériel-là, ce bagage pour transformer une idée en projet d'entreprise. Et donc oui, cette diaspora peut être investisseur, elle peut être entrepreneur, mais elle peut être aussi mentor, parce que nous, à The Dot, nous l'engageons beaucoup dans le mentorat des plus jeunes. Et on va en parler notamment avec un programme que vous avez développé à The Dot Landing, on va en parler dans quelques instants. Absolument. Je voulais me tourner vers vous, Kara Diaby, si vous m'entendez, si vous me voyez, et si on vous entend et on vous voit, c'est le plus important. Vous êtes en direct avec nous depuis Dubaï, je le disais, vous êtes le fondateur de Repat Africa, une organisation dont l'objectif est d'accroître l'engagement de la diaspora. Et vous, Kara, vous parlez notamment, et j'emploie votre terme, celui de vertical. Et vous dites que pour mobiliser cette diaspora, l'engager, il y a deux verticales, l'investissement et l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cela, Kara ? Oui, bonjour Gallagher, merci pour cette magnifique introduction.
Alors nous, Repat Africa, on est une organisation créée en 2020, dont l'objectif, c'est de mobiliser les diasporas africaines pour investir et entreprendre en Afrique. Donc, comme vous disiez, hein, on a deux verticales. Une verticale plutôt associative, où on met en collaboration nos adhérents, on les met en réseau pour qu'ils puissent découvrir les opportunités d'investissement, d'entrepreneuriat en Afrique via des voyages d'affaires, du partage de ressources pour les entrepreneurs, etc. Et une autre activité d'investissement, et là plus précisément dans le financement des startups et des PME africaines. Alors aujourd'hui, on a plus de 400 membres adhérents qui représentent à peu près 30 pays africains. Et depuis début 2024, on a investi 300 000 euros dans 2 entreprises donc, qui opèrent sur le continent. Donc une entreprise sénégalaise qui fabrique des véhicules électriques en Afrique, où on a investi 120 000 euros, ce qui a contribué à réaliser le prototype. Et une autre entreprise qui opère dans les transferts de fonds, justement, entre l'Europe et l'Afrique. Et là, on avait investi 200 000 euros. Donc nous sommes basés en France et nous sommes actifs au Sénégal, en Côte d'Ivoire et bientôt au Bénin. Avec une empreinte très très forte de Repat Africa. On va en parler davantage dans quelques instants. Je ne sais pas si Éric Vincent Guichard, en direct avec nous depuis Washington, pareillement, me voit, m'entend et si on peut le voir et l'entendre, mais j'avais envie de lui demander justement de nous parler un petit peu de ce rôle, et c'est un terme que j'ai beaucoup entendu en préparant cette émission sur l'entrepreneuriat et la diaspora, le rôle d'ambassadeur que ces membres de la diaspora jouent souvent. Ils jouent un rôle, je crois, d'ambassadeur dans leur pays d'origine, ambassadeurs de leur pays d'accueil, de leur pays de résidence, le pays où ils résident à l'étranger, mais ambassadeurs dans l'autre sens également. Éric Vincent Guichard, PDG de Homestrings, qui conseille justement les diasporas en matière d'investissement. En quoi ces ambassadeurs, si vous êtes d'accord avec l'utilisation de ce terme, Éric, en quoi ces ambassadeurs participent à la dynamique d'investissement justement ? Non, absolument. Merci beaucoup, Gallagher, pour cette plateforme. En effet, les diasporas ont une expertise assez unique, en ce sens qu'ils ont fait des études assez approfondies à l'externe, à l'Occident, mais ils ont gardé des liens assez étroits avec leur pays d'origine. Conséquemment, surtout s'ils sont dans un secteur financier, ils jouent le rôle de traducteurs. Ils ont une connaissance approfondie des opportunités qui existent dans leur pays. Ils travaillent dans le secteur financier ou le secteur des affaires et ils traduisent ces opportunités dans un langage qui est compris au niveau des marchés des capitaux. Conséquemment, à travers cette activité, ils réduisent la perception du risque qui existe dans leur pays d'origine. Ils sont aussi capables de structurer des transactions qui adressent les éléments de risque que les investisseurs à l'Occident voient. Et conséquemment, ils aident les flux. Et dans ce cadre-là, ils sont en fait un élément important au financement du développement dans leur pays d'origine. Aider les flux, c'est une expression que j'aime bien. Amine Aloulou, je vais me tourner vers vous. Je signale au passage, et je leur renvoie le bonjour, qu'on a des salutations en provenance de Mauritanie, de Côte d'Ivoire et même de Mali, je crois. N'hésitez pas, je vous l'ai dit au début de cette émission, et je vais continuer de vous le rappeler, que vous pouvez effectivement nous saluer via l'interface, nous adresser des questions, des remarques qu'on transmettra sans doute à nos intervenants, à nos intervenantes. Amine Aloulou, président de l'ATUJ, l'association des Tunisiens des grandes écoles. J'avais envie de vous demander, quand on est Tunisien ou Tunisienne, qu'on fait des brillantes études, comme vous, à l'étranger, où est l'attrait de rentrer au pays pour s'engager dans l'aventure entrepreneuriale ? Gallagher, c'est une très bonne question parce que je pense que l'attrait se situe quelque part au croisement de deux cheminements. Il y a souvent deux projets qui sont par essence intimement personnels et individuels. On peut parler d'un projet ou d'une idée de retour, une notion de retour, qui peut être plus ou moins présente chez quelqu'un issu de la diaspora, et une idée ou un cheminement d'entrepreneur. Les deux sont des choix personnels, c'est des choix de vie. Entrepreneur, c'est un choix de vie. Revenir ou rester, c'est un choix de vie. Et quelque part, quand on est... c'est pour ça que la réponse n'est pas évidente, elle est très, très individuelle, très personnelle. Je vais peut-être raconter mon expérience. Moi, il y a une vingtaine d'années, j'étais effectivement en France, dans un cabinet de conseil, j'étais au démarrage de ma carrière, mais il y avait quelque chose
qui m'appelait, une idée, un rêve de retour que j'avais en tête depuis que j'avais mis les pieds en France, en fait. Et par la force des choses aussi, quand on est embarqué dans un projet de carrière ou dans un cheminement de carrière à l'étranger, en France ou ailleurs, bah, on s'investit dans sa carrière et du coup, on peut perdre le fil de l'autre projet ou de l'autre idée de retour. Et il y a un effort dans ce cas-là, dans mon cas, un effort conscient que j'ai engagé pour d'abord m'informer sur certaines opportunités dans le pays, pour développer mes réseaux dans le pays, pour garder le contact, reprendre le contact, renouer le contact. Et cet effort, je l'ai engagé notamment à travers de la TUJ à l'époque, où j'étais actif il y a une vingtaine d'années. L'Association des Tunisiens des grandes écoles. L'association des Tunisiens des grandes écoles. Et d'où l'importance de tous ces réseaux. Il y a plein de réseaux de compétences ou de talents ou de personnes issues de la diaspora. On envoie d'ailleurs des images à l'antenne de la TUJ, ces régions qui jouent un rôle très important pour informer, connecter, inspirer aussi bien les projets de retour que les projets d'entrepreneuriat. Donc dans mon cas, c'était vraiment ça, c'était identifier une opportunité. À l'époque, c'était l'opportunité de l'offshoring en Tunisie, le développement des services informatiques à partir de la Tunisie à destination du marché européen. Et là, typiquement, on est dans un cas d'espèce, ou un cas de figure, qui est très pertinent pour quelqu'un de la diaspora, puisqu'on s'adresse à un marché global, un marché international et un marché d'un pays, du pays finalement où on était, en France, et tout en ayant bénéficiant des avantages de la connaissance de la Tunisie et de ce que peut apporter la Tunisie. On le voit dans votre expérience personnelle, me semble-t-il, il y a un vrai besoin d'information, c'est-à-dire qu'il y a un désir qui peut se manifester sous forme de rupture avec un parcours qui est démarré en France et vous dites j'aimerais bien rentrer au pays, mais il y a besoin, je reprends votre expression, de s'informer. Est-ce que c'est justement pour répondre à ce genre de besoin, Zeynep, que vous, chez The Dot, vous avez mis au point un programme qui s'appelle The Dot Landing? Vous nous en dites un mot? Est-ce qu'il est précisément taillé pour répondre à ce genre de questions, de préoccupations et de besoins? Exactement. Nous, on est en contact très souvent avec différentes personnes, dont des membres de la diaspora, The Dot, comme c'est une communauté qui ne cesse de s'élargir. Et donc, à chaque fois, surtout pendant les vacances, l'été, etc., on voit des gens dans le hub et ils nous disent, nous, on travaille en France, on a fait nos études là-bas, et ça nous on a des idées, on voudrait bien démarrer un projet en Tunisie, mais comment le faire, où exactement commencer et qui contacter. Et c'est là où on a commencé à réfléchir à packager un programme, donc en partenariat avec Meet Africa et la région Île-de-France. On a démarré donc des sessions d'information et on est allé à la rencontre de cette diaspora, initialement à Paris, là où on a organisé 4 sessions d'information, puis à Lyon et Marseille. Et on est arrivé avec à chaque fois un panel avec un représentant du secteur public, donc ça peut être la Banque centrale tunisienne, l'agence de promotion de l'investissement ou n'importe quelle administration qui fait partie, qui intervient sur la chaîne de valeur de la création d'entreprises. On est arrivé aussi avec notre programme, notre savoir-faire, nos partenaires, la TUJ en tant que partenaire, mais aussi la Foreign Investment and Promotion Agency, la FIPA. Et puis, on est arrivé aussi avec quelqu'un de la diaspora, tout comme Emine, qui parle de son expérience personnelle. Concrètement, la diaspora vient avec ses questions, vous venez avec des réponses. Avec des réponses, absolument. Et des solutions. Et on a eu beaucoup d'inscrits, beaucoup de participants. Un pipeline aujourd'hui de plus de 60 projets, 23 qui sont en cours d'accompagnement. Donc il y a une vraie demande en fait. Il y a une vraie demande, il y a une vraie demande pour ce genre de... L'accès à l'information est toujours demandé. Et à quel niveau se situe la transformation? C'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on passe de la demande à on y répond à un succès? C'est-à-dire une trajectoire qui va... d'une jeune de la diaspora qui vient dans l'une des sessions d'information que vous organisez, qui peut parler à ces différents représentants de l'État, du monde des affaires, etc., et qui ensuite fait le trajet de traverser la Méditerranée pour aller démarrer une affaire, un business ou quelque chose ici en Tunisie. Vous arrivez à le mesurer, ça? Alors, déjà,
Ils arrivent avec des questions, comme vous l'avez dit, et ils retrouvent des réponses, et ils retrouvent aussi un accès à une information qu'ils ne connaissaient pas. Souvent, les avantages sont mal connus, toutes les lois et les avantages qui sont mis à la disposition aujourd'hui des jeunes entrepreneurs de manière générale, qu'ils soient de la diaspora ou pas. On n'a pas un accès très facile à cette information, et même si on a accès à l'information, elle n'est pas démystifiée et elle n'est pas très bien expliquée. Donc le fait d'arriver avec un discours qui démystifie un peu tout ça et explique ce qu'il y a comme avantage et que c'est faisable, jouable et que d'autres personnes l'ont fait, ça facilite déjà le passage. Après, nous, on accompagne un processus d'accompagnement, c'est-à-dire qu'à The Dot, nous disposons de pools d'experts, etc., qui, eux, prennent en charge toutes les demandes et tout ce volet mentorat de cet entrepreneur qui, à un moment, vient s'installer à The Dot pour une période de 4 mois. Et c'est là que se fait la conversion. On l'entend, il y a des solutions, mais il y a aussi quand même des problèmes structurels. Il faut en parler, les soulever. Kara Diaby, vous qui êtes en direct avec nous de Dubaï, vous êtes, je le rappelle, le fondateur de Repat Africa, une organisation qui cherche justement à mobiliser cette diaspora. J'invite toutes celles et ceux qui nous regardent d'ailleurs à consulter le blog auquel vous contribuez, qui est absolument fascinant, qui s'appelle blog.repat.africa, me semble-t-il. Vous me corrigerez, Kara, si je me trompe dans le nom. Vous avez partagé avec moi d'ailleurs un article absolument fascinant, et je vais me faire un petit peu plus savant que je ne le suis réellement, en citant justement un exemple de problème structurel qu'on trouve sur le continent africain. Ça concerne la grande dépendance d'une vaste majorité des économies africaines à l'exportation de matières premières. Votre économie, elle est considérée comme étant dépendante de l'exportation de matières premières, quand la part de l'exportation de produits de base est supérieure à 60-70% dans le total de ce que vous exportez. Un exemple, par exemple, qui est un petit peu différent, mais celui du Nigeria, qui est le pays qui exporte le plus de pétrole brut en Afrique. Il est obligé d'importer 91% de sa consommation en carburant. Et ce que nous explique Kara Diaby dans un article, encore une fois, qui est absolument fascinant sur ce qu'il appelle la valeur ajoutée manufacturière qui vient à manquer sur le continent africain, c'est que l'Afrique a énormément de richesses à l'état brut, mais qu'elle ne transforme pas suffisamment, notamment d'un point de vue manufacturier, ici sur le continent. 2 autres chiffres que je vous donne très rapidement. La contribution en matière de valeur ajoutée manufacturière de l'Afrique à l'échelle mondiale, c'est 1,4% seulement. À titre de comparaison, l'Asie, c'est 45%. Absolument colossal. Et justement, on a une question, chère Kara, qui nous vient de Ndassa Yunshawu, pardon si je prononce mal, je ne sais pas d'où cette question, de quel pays est Ndassa. Et voici la question, elle est pour vous, Kara Diaby. Le véritable problème pour développer et mettre en place les projets est celui de l'accès aux sources de financement. Je sais que vous vous êtes penché sur ce problème et sur celui de l'éducation également, entre autres, chère Kara. Effectivement, l'accès au capital, c'est vraiment un des 3 gros freins que nous, on a identifiés, parce que c'est assez compliqué pour les entrepreneurs de la diaspora d'avoir accès aux fonds d'investissement et aux levées de fonds pour opérer des projets ou des entreprises en Afrique. Et aussi, il y a eu un accès qui est difficile aux prêts bancaires, et quand on en a, c'est à des taux qui sont très élevés, à 12-13%. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs des diasporas utilisent premièrement leur économie pour développer leurs projets. Donc, c'est des années d'économie, 5-10 ans, qui sont mises à contribution du développement du projet, ou alors passer par des fonds d'investissement qui sont dédiés aux diasporas, ou des fonds d'investissement qui sont dédiés à l'Afrique en général. Donc ça, c'est un des freins, mais il y en a 2 autres que j'ai identifiés. Donc là, je vous parle de ça, c'est vraiment des études qu'on a réalisées auprès des adhérents de Repat qui sont actuellement sur le continent africain. Un autre frein, c'est l'adaptation culturelle. Et là, je fais le lien avec The Dot, qui est une initiative qui me parle énormément. Parce que lorsqu'on arrive de l'Occident, ou qu'on a passé plusieurs années hors du pays et qu'on y revient, on a des différences culturelles, comme par exemple les normes sociales et professionnelles. Les pratiques du travail ne sont pas les mêmes. Ouais. La perception du temps n'est pas la même.
et même les relations hiérarchiques ne sont pas les mêmes. Donc, ça peut vraiment différer des habitudes qu'on a acquises lorsqu'on est en Occident, etc. Aussi, il y a des attentes familiales et communautaires. Donc, un retour qui est beaucoup entendu des membres de la diaspora, c'est que les familles peuvent avoir des attentes, notamment financières, traditionnelles, etc. Ce qui augmente la charge mentale et la pression sur les entrepreneurs des diasporas. Et ensuite, l'environnement quotidien, les services publics, ils ne sont pas les mêmes. Par exemple, l'accès à la santé, ou qui nécessite de s'adapter, de prendre des mutuelles, etc. Et de comprendre en fait ce qui se passe. Et là où je fais le lien avec The Dot, c'est que si on a toutes ces informations-là lorsqu'on arrive, ça nous fait gagner énormément de temps. Parce que l'information, en fait, c'est vraiment la clé d'un entrepreneur lorsqu'il vient et d'un atterrissage réussi. Dans un environnement. Exactement, c'est exactement ça. Un autre point aussi, c'est les ressources humaines. Là, c'est très important parce que ça, c'est une des grosses problématiques que les entrepreneurs ont. C'est les ressources humaines lorsqu'ils veulent recruter des personnes. On va en parler, Kara Diaby, des ressources humaines et de la montée en compétences à laquelle on peut contribuer, à laquelle les éléments de la diaspora peuvent contribuer. Avant d'aller là-dessus, Éric Vincent Guichard, PDG de Homestrings, en direct depuis Washington avec nous. Je voulais vous faire réagir par rapport à une remarque justement de Zeynep tout à l'heure, ça l'a frappé. Elle parlait de la propension plus élevée des migrants, donc des membres de la diaspora, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous expliquez cette propension plus élevée? Elle vient d'où finalement cette tendance que l'on note? Et c'est absolument indéniable. Et on le voit dans les chiffres à la fois de la Banque mondiale, mais aussi des études réalisées par Expertise France. Ici, par exemple, en Tunisie, où les membres de la diaspora, la part dans l'entrepreneuriat est largement supérieure à celle qui concerne celles et ceux qui ne font pas partie de la diaspora. Comment vous expliquez cette propension? Je pense que dans un premier temps, c'est une question de culture. La plupart de nos parents qui sont restés au pays ont une perception du risque qui est assez conservatrice. Par contre, la diaspora qui évolue à l'Occident voit tous les jours des entrepreneurs, que ce soit leur boss ou l'entreprise pour laquelle ils travaillent, qui prennent des risques journaliers. Et donc, ce changement de culture est très important parce que ça change la mentalité quant à l'analyse, quant à la structuration des opportunités. Et donc, au retour, la diaspora, en fait, comme l'a dit Kara, fait face à des résistances culturelles quant à l'évolution, la mise en place des nouvelles entreprises qui ont pour objectif de prendre des risques afin de réaliser leur business. C'est une observation que moi-même j'ai étudiée sur le Maroc, où le retour de la diaspora marocaine s'est trouvé en clash en fait avec les entités marocaines, que ce soit du secteur public ou du secteur privé. Et donc, c'est un challenge qu'il faut prendre, mais il faut le dire que ça change, que ce soit au Maroc ou ailleurs, ça change. Le plus la diaspora retourne au pays, le plus les instances étatiques ont la diaspora qui font partie des instances étatiques. Donc, la mentalité change. Et donc, c'est en tendance. J'ai les chiffres sous les yeux, je les cherchais dans mes mémoires, je les avais perdus. C'est une étude Expertise France, et je la cite, la proportion de travailleurs indépendants, elle est plus élevée parmi les migrants de retour, c'est le terme utilisé, 35%, que dans la population totale, 16%. Amine Aloulou, je voyais que vous vouliez réagir. Avant que vous réagissiez, je voulais aussi ajouter cette question. Tout à l'heure, je demandais comment est-ce qu'on fait pour attirer un jeune ou une jeune qui a fait des brillantes études à revenir au pays. À l'inverse, comment est-ce qu'on fait pour la garder ici, cette jeunesse, c'est-à-dire au travers du développement, de l'aventure entrepreneuriale? Comment est-ce qu'on fait pour la mobiliser ici, cette jeunesse, pour qu'elle ne se, pardon pour le néologisme bizarre, pour qu'elle ne se diasporise pas, justement? Très bien, je vais d'abord réagir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, quand on interroge nos membres, là-dessus, c'est à peu près 8000 personnes, dont une grande partie qui se retrouvent à l'étranger, et notamment en France. Quand on interroge nos membres par rapport à leur envie de retour,
souvent cette envie de retour est associée à un projet d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, on se voit de plus en plus revenir comme entrepreneur. Ouais. Que ce soit entrepreneur pour créer sa start-up ou sa propre entreprise, ou entrepreneur dans le cadre d'un projet d'implantation d'une multinationale ou d'un groupe français ou de la société dans laquelle on travaille en France. Donc ça, c'est quelque chose qui expliquerait peut-être en partie pourquoi il y a beaucoup d'entrepreneurs dans les gens, dans les membres de la diaspora. Et puis, il y a aussi un facteur, je veux dire, important, c'est que ces membres de la diaspora a changé. Ces dernières années, ce qu'on a vu, c'est que, je prends par exemple l'exemple de la Tunisie, le nombre de Tunisiens résidant à l'étranger a doublé en 10 ans. Et la proportion de cadres, d'ingénieurs, de médecins, de gens diplômés, souvent même avec une expérience acquise en Tunisie avant l'expatriation, a considérablement augmenté. On parle de 300 400 000 cadres ingénieurs, certains déjà entrepreneurs en France ou ailleurs, ou en tout cas des gens qui ont, en termes de bagage, de formation, de réseau, de contact, de vision de marché, tout ce qu'il faut pour être des entrepreneurs et pour saisir des opportunités quand elles existent, comme l'écosystème start-up qu'offre la Tunisie aujourd'hui. Quand les opportunités existent, ils sont très bien positionnés pour les saisir. Et d'un autre côté, on voit beaucoup d'entrepreneurs parce que nos pays d'origine, la Tunisie par exemple, mais aussi l'Afrique, c'est aussi un territoire d'opportunités. C'est un marché en plein développement. Ce sont des économies en devenir où tout ou presque est à faire. Et quand on a l'expérience ou le vécu qu'on a accumulé à l'étranger, on est là aussi bien positionné pour les saisir. Maintenant, comment transformer, comment aider? Effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on a vécu 10, 15, 20 ans à l'étranger, on se retrouve un peu coupé aussi des réalités du pays d'origine, de ses réseaux, etc. Et c'est là que des réseaux comme la TUJ ou d'autres ont un rôle majeur à jouer. C'est là aussi que des organisations comme The Dot ou comme des organisations de coopération internationale qui œuvrent dans ce sens ont un rôle important à jouer pour faciliter ces connexions, pour donner des modèles de réussite qui inspirent, qui donnent envie, et pour accompagner ou peut-être lever quelques verrous ou quelques difficultés qu'on peut trouver sur son chemin. Et franchement, c'est ça le plus important, et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. En vous écoutant, en fait, la remarque que je me fais par rapport à ce que je soulignais tout à l'heure sur certains des soucis structurels, je parlais de la grande dépendance à l'égard de l'exportation de matières premières et de produits de base. En vous écoutant avec ce chiffre très impressionnant, 300, 400 000 personnes qui sont diplômées ingénieurs, médecins, dites-vous, finalement, la toute première richesse du continent africain, elle est d'abord humaine. C'est ça, sa toute première richesse. Ce sont ces jeunesses. Et oui, et c'est en ça que c'est aussi un continent d'avenir. On parle de soucis structurels, il faut aussi parler de succès avec vous, Zeynep. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'ai glané au travers des conversations que j'ai pu entretenir en préparant cette émission, il y a quand même plus de réussite en matière de dissémination, de propagation de l'information. Vous êtes d'accord avec ce sentiment que j'ai? Et encore une fois, ça reboucle avec la première question que je vous ai posée. Si vous êtes d'accord avec ce fait, c'est-à-dire qu'il y a davantage de succès de ce point de vue-là, à qui le doit-on, ce succès? Alors, en parlant de succès, merci. Allez-y. C'est très bien. Et moi, je dirais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Bien sûr. Beaucoup de choses à faire. Oui. C'est vrai qu'on a réussi à quelques milestones, mais il en reste beaucoup. Et puis, on vit dans des pays là où les lois changent souvent, les gouvernements changent. Oui. Il y a des changements. En France aussi. Hein. Les changements se font d'une manière très rapide ces derniers temps, et donc la dissémination doit être faite de manière très continue. Alors, ce qu'on a réussi à faire jusque-là, je dirais, c'est grâce au travail collectif qu'on a réussi à mettre en place. C'est-à-dire, seul The Dot n'aurait pas pu faire ça. C'est grâce au partenariat avec ATUJ, qui connaît très très bien la cible du programme. C'est grâce à l'accompagnement de FIPA, qui est la Foreign Investment and Promotion Agency de l'État, qui, elle, connaît tout le framework des avantages, les zones régionales, là où il faut investir, là où il y a plus d'avantages possibles, là où l'État donne des primes d'investissement, etc.
c'est grâce aussi à l'effort commun de tous ceux qui ont financé et supporté ce programme, donc que ce soit Meet Africa ou la région Île-de-France ou les on a des exemples de Meet Africa qui vont venir nous parler. Donc c'est vraiment un effort commun qui a fait que on a réussi à donc attirer cette cible donc diaspora jeune. Notre cible à nous, c'était vraiment la diaspora jeune qui s'intéresse à l'entrepreneuriat innovant. Deux, c'est d'avoir assez d'informations et des gens qui maîtrisent tous ces différents frameworks pour pouvoir disséminer l'information et l'expliquer de la manière la plus claire possible. Et trois, on a eu du support pour pouvoir aller le faire sur place en France. Et aujourd'hui, il y a nos amis allemands qui nous demandent de dupliquer le programme sur l'Allemagne, etc. Donc oui, je dirais, le plus dur, c'est de réussir à trouver un projet commun. Et je pense que ça, c'est un projet commun qui nous a... On l'entend dans ce que vous nous dites, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais il y a quand même des ponts qui clairement se dessinent et il y a des atterrissages réussis qui se sont matérialisés par des succès. Juste pour terminer cette table ronde, et c'est toujours très frustrant parce qu'on aimerait continuer à discuter pendant des heures, tellement les conversations sont fascinantes, je voudrais, Éric Vincent Guichard, que vous nous parliez d'un programme que vous avez évoqué avec moi qui m'a absolument fasciné. C'est un programme étatique. Ça se déroule au Ghana et ça s'appelle The Return. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste et qu'est-ce qu'on y fait et à quel dessein? Je ne sais pas. Je crois qu'on a du mal à entendre Éric Vincent Guichard. Est-ce que ça va être à moi d'expliquer ce qu'est? Ça va. Ah, ça y est, on vous entend. Allez-y. Non. The Return au Ghana. Allez-y, Éric Vincent Guichard, on vous entend. Non. Absolument. En 2018, le président Addo s'est retrouvé en Virginie, aux États-Unis, durant le 400e anniversaire de l'arrivée du premier esclave africain aux États-Unis. Et à cet événement, il a invité les Américains noirs à retourner au pays d'origine, retrouver leurs racines, et il a lancé le programme qui s'appelle The Year of the Return. Et donc, en 2019, le Ghana s'est préparé à recevoir 1,5 million d'Américains noirs pour redécouvrir leurs racines. Et durant cette période de 12 mois, de festival, mais aussi d'investissement. Ils ont offert des taux rabaissés pour l'achat de l'immobilier au Ghana. Ils ont créé des panels d'investissement dans l'entrepreneuriat. Et conséquemment, durant cette période, ils ont reçu entre 5 à 10 milliards de dollars. Et c'est un programme qu'ils continuent tous les ans. Et qui en fait a créé une communauté américaine noire au Ghana qui s'immisce dans la culture mais aussi dans les affaires et qui facilite les transferts d'investissement venant particulièrement des Américains noirs au Ghana. Le Kenya, en fait, du coup, a lancé son propre Return Programme pour le Kenya qui, je crois, va commencer l'année prochaine. Et je crois que le Nigeria, en fait, est en train d'étudier le lancement de ce même type de programme. 3 pays d'Afrique anglophone, c'est très intéressant. Vous avez mentionné ce chiffre qui, franchement, en tous les cas, moi, m'impressionne. 10 milliards de dollars. Je pense que ça, là, en tous les cas, on peut parler d'un succès. Je vous propose que l'on s'avance et que l'on mette fin à cette table ronde. Il me reste à vous remercier tous les 4, en commençant par vous, Zeynab Messaoud, directrice exécutive de The Dot. Merci encore d'être passé par le studio d'Expertise France à Tunis. Ça a été un vrai plaisir. Kara Diaby, fondateur de Repat Africa en direct de Dubaï avec nous. Merci encore et j'invite à nouveau tout le monde à lire le blog absolument fascinant de Repat Africa, blog.repat.africa. C'est vraiment très, très intéressant et plein d'informations sourcées avec des faits et des chiffres. Éric Vincent Guichard, que l'on vient d'entendre sur ce programme The Return au Ghana, PDG de Homestrings, merci à vous aussi depuis Washington DC. Et enfin, vous, Amine Aloulou, le président de l'Association des Tunisiens des grandes écoles, l'ATUG, comme on dit ici. On voit que
Vous êtes toutes et tous des éléments centraux, cardinaux au sein de cet écosystème de l'entrepreneuriat qui se met au service à la fois de la diaspora, mais du développement. Merci à tous les quatre, encore une fois, d'être venus passer ce moment si précieux avec nous. Je vais vous inviter à sortir, puisqu'on va avoir le plaisir très prochainement d'accueillir notre prochaine invitée, qui est un visage très, très familier de nombreux Tunisiens et de nombreuses Tunisiennes. C'est notre séquence Nouveau Regard. Très familier, c'est parce que c'est un visage. Et je remercie au passage les équipes de Ginger Productions qui s'affairent pour nous amener des verres d'eau et une grande table. Et Mohamed Emrad, je vous invite à me rejoindre. Salut Mohamed. Ouais, super, merci On dit pour l'invitation. Aslema. Aslema, Aslema Marahbé, merci. Ouais, c'est super. Je le disais, vous êtes un visage, je crois, très connu de nombreux Tunisiens, de nombreuses Tunisiennes, parce que vous avez plein de casquettes qui vous rendent très public. À la télévision, vous avez été animateur d'émission, je crois. Ouais. Vous jouez dans des films. Je crois que j'ai des petites notes ici. J'ai Entre deux, vous m'avez dit qu'il traite d'intersexualité. Fractus, qui raconte, je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air très joli. Ça parle d'une rencontre entre un jeune étudiant en médecine, vous m'avez dit un peu introverti, il rencontre une fille, il est bouleversé par cette rencontre, on devine un peu sans doute une histoire d'amour. Et puis, et ça c'est très important pour nous, vous avez participé à une série qui s'appelle The Tunisian Way. J'espère qu'on va en voir un extrait, parce que je voudrais que vous nous en parliez un petit peu. The Tunisian Way, c'est important parce que c'est appuyé par Expertise France, notamment dans le cadre de son projet Innovi, qui est un projet d'appui à l'écosystème entrepreneurial innovant, comme le nom du programme l'indique, Innovi. Et j'ai commencé à le regarder, une sorte de balade à travers la Tunisie, où vous allez, on le voit à l'écran, vous allez à la rencontre d'entrepreneurs et dans plein de secteurs différents, dans l'éducation, dans la confection, dans d'autres milieux. Et alors, fait rigolo pour les gens qui ne parlent pas l'arabe, ou en tous les cas pas l'arabe tunisien, j'ai découvert comment est-ce qu'on prononce ou comment est-ce qu'on dit entrepreneur en tunisien, ça se dit entrepreneur. Entrepreneur. Voilà. On peut rouler le R. On peut rouler le R. Entrepreneur. Et ça fait tunisien. Très concrètement, ça sert à quoi une série comme The Tunisian Way ? À la base, The Tunisian Way, c'est une émission digitale qui fait la promotion de l'écosystème entrepreneurial. Et à travers cette émission, on essaie justement d'accompagner le quotidien d'un start-upper, d'une success story qui a fait son chemin et pour inciter les jeunes à vraiment à croire en leurs rêves, à comprendre que c'est pas aussi difficile d'être entrepreneur et qu'on peut commencer avec un portable, un PC et une idée. Et après, si tu travailles, tu peux trouver ce que tu veux. C'est vrai que j'ai commencé à regarder certains des épisodes. On entend beaucoup cette phrase « crois en tes rêves, crois en ton projet, lance-toi ». Voilà. C'est pas toujours une question de moyens, c'est ça, c'est ça le principal. C'est aussi une question de foi. Voilà, de foi et après de temps, de travail, et après il y a les fonds, c'est pas les fonds qui manquent, et voilà, tu peux réussir ton projet sans pour autant... Est-ce que dans le cadre donc, de cette balade à travers la Tunisie, à la rencontre de ces entrepreneurs et de ces entrepreneureux, donc des femmes et des hommes qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale, est-ce qu'il y a un exemple en particulier, peut-être, je sais que c'est difficile de choisir, mais qui vous a particulièrement marqué ou peut-être vraiment surpris ? Franchement, tous les épisodes étaient spéciaux, quoi. C'est des histoires, que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie, dans l'informatique. Chaque émission avait sa propre conception. Mais pour moi, je ne sais pas si vous connaissez Expansia. Non, je ne connais pas. C'est une start-up tunisienne qu'on va peut-être pendant la 3e saison, on va filmer ça. Elle fait quoi ? C'est une solution informatique. C'est Kerim Juni, l'entrepreneur, qui a fait. C'est un entrepreneur très très connu. Maintenant, il est installé en France et je pense que ça pourra. Il est très bien dans ce qu'il fait. Et je pense que ça serait le meilleur épisode. Vous avez l'élégance de parler des autres. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de vous quand même, parce que vous êtes un acteur. J'ai commencé à regarder un petit peu ce que vous faites. J'ai mentionné des films, une série Fallujah qui est très très forte, qui a beaucoup marché ici, comme des séries. Alors j'ai appris un nouvel adjectif, ramadanesque, dans lesquelles vous avez participé. Alors une première question qui est un petit peu bête. J'espère que vous la tolérerez de ma part. Non, pas de souci.
et on voit cette série juste derrière nous, donc Fallujah, qui parle du quotidien des étudiants tunisiens, qui peut être difficile parfois. Quelles sont vos sources d'inspiration en matière de jeu, d'acteurs? C'est-à-dire, si vous aimeriez que je vous compare à quelqu'un dans votre style, quelqu'un d'ultra connu, Brad Pitt, Al Pacino pour l'explosivité, vous êtes du côté peut-être je préfère Leonardo DiCaprio, tu vois. Donc le fait de peut-être adapter la carrière de Leonardo DiCaprio à moi, ça serait déjà pas mal, tu vois. Mais après, pour le personnage, là, dans Fallujah, c'était un personnage très maléfique et je prends ça je crois que l'humain, d'une façon absolue, il y a le mal en lui et il y a le bien. Et de toute façon, c'est un peu... De pouvoir épuiser ce mal, c'est très bien. Quand je me suis renseigné sur vous donc en préparant cette émission et cette rencontre, donc nouveau regard, j'ai eu le sentiment que vous étiez quelqu'un qui aime sortir de sa zone de confort. Et notamment quand justement vous incarnez un personnage qui n'est peut-être pas naturellement proche de qui vous êtes dans la vie réelle, la vie de tous les jours, un gars accessible et sympa. Pourquoi ce plaisir à sortir de votre zone de confort? Je ne sais pas, mais pour nous, les acteurs, les meilleurs personnages, c'est ceux qui sont très loin de ce que tu es, toi, au quotidien, tu vois. Donc, le boulot, le travail, la créativité, et d'ailleurs, dans comment tu prends une distance de toi-même, et surtout quand le personnage est très, très loin de ta personnalité en tant qu'homme, quoi. Est-ce que c'est ça aussi qui vous attire dans le fait d'être acteur? C'est, pour employer un mot que tout le monde comprend et connaît, une forme de liberté, en fait. Oui, justement, hein, c'est de pouvoir faire des choses que peut-être dans la vraie vie, tu ne pourras pas faire pour beaucoup de raisons. Hein. Tu ne pourras pas être très maléfique, tu ne pourras pas faire des bêtises quoi, en tant qu'homme. Mais par contre, là, tu as une liberté de penser, surtout de penser et d'incarner des personnages qui sont très, très loin de toi. Alors, quand on est acteur, c'est une filière franchement qui est artistique et donc qui par nature et sens est difficile, au sens économique parfois. Donc j'allais vous demander si vous pensez non seulement acteur, mais aussi entrepreneur. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que quand vous êtes acteur, même si on est connu comme Mohamed Emrad, il faut convaincre des directeurs de casting, des réalisateurs, que oui, vous êtes la bonne personne pour le rôle. Ça veut dire qu'il faut que vous vous vendiez, que vous vous pitchiez, comme on dit dans le monde de l'entrepreneuriat, très régulièrement. Vous vous définissez parfois comme justement entrepreneur ou c'est pas quelque chose qui appartient à votre vocabulaire? Oui, effectivement, il faut dissocier déjà Mohamed Emrad, l'homme, l'humain, le Tunisien, avec Mohamed Emrad, l'entreprise que je dois gérer. Finalement, je suis une entreprise. Il y a une image de marque à entretenir, il y a des investissements à faire, il y a des formations à faire, justement pour être entrepreneur, mais pour son propre nom. Donc être freelanceur, tu dis adieu à la stabilité, à la sécurité, mais tu accueilles une certaine liberté, une certaine marge de manœuvre, tu vois. Et donc c'est très intéressant parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément acteurs, justement, sont face à ces deux finalement réalités qui peuvent paraître contradictoires, c'est-à-dire une forme d'insécurité financière, mais en contrepartie une grande liberté, celle d'être votre propre patron. Donc vous avez ça en vous, la prise de risque. Voilà, et un fort potentiel d'opportunité, de croissance, voilà, ce qui est contradictoire avec un poste moins libre, tu vois, moins... Et donc, un jeune ou une jeune qui veut se lancer dans votre filière, qui se dit « Ah, moi je suis comme Mohamed Emrad, j'aimerais jouer dans Fallujah, j'aimerais jouer dans The Tunisian Way, j'aimerais jouer dans Fractus, j'aimerais jouer dans Entre deux ». Vous leur faites quoi comme recommandation? Vous leur dites « Prudence, c'est pas facile » ou vous leur dites, comme dans The Tunisian Way, « Vas-y, crois en tes rêves ». La prudence, la prudence, hein, c'est très important d'être prudent, de prendre surtout son temps. Et pour moi, le fait d'essayer et de ne pas y arriver, c'est pas mal, tu vois. Mais le fait de ne pas essayer, c'est ça qui te laisse avec des remords après. Mais pour moi, essaie. Mais après, faut pas essayer toute la vie, tu vois. Faut justement se connaître et tâtonner d'une certaine façon de penser si je peux le faire ou pas, tu vois. Alors, je sais que vous êtes un créatif. Je vous renvoie à votre univers qui est souvent celui de la fiction. Quand je vous dis entrepreneur et je vous dis, tiens, moi j'ai un film, je l'ai écrit, je veux que tu incarnes un entrepreneur. Vous l'imaginez comment, l'entrepreneur? Quand je vous dis ce mot, vous imaginez quoi? C'est-à-dire physiquement et dans le quotidien. Vous imaginez quoi en Tunisie? C'est quoi un entrepreneur en Tunisie si je devais écrire un scénario et il y aurait un personnage qui serait un entrepreneur? Moi, je veux toujours sortir du cliché de l'entrepreneur avec un costard, avec une centaine
de travailleurs avec lui. Donc je pourrais penser plutôt à, je ne sais pas, on a parlé de Kalim Jouini, le CEO d'Expensia, c'est une histoire très, très magnifique de quelqu'un qui a commencé avec un PC. Il n'est pas en costard, lui. Ouais, pas du tout, hein, mais il a commencé il y a 5 ou 6 ans, il a commencé avec un laptop dans un bureau au lac. Et là, son entreprise vaut des centaines de millions d'euros. Et c'est le travail, c'est vraiment être concentré sur soi-même, c'est d'oublier les freins, les obstacles. Voilà, et de croire en son rêve et de foncer. C'est très intéressant que vous donniez cet exemple précisément parce que dans les conversations que j'ai pu avoir ici, on remarque que l'entrepreneuriat, il est caractérisé à la fois par une grande détermination, c'est-à-dire des gens qui croient dans leurs rêves, dans leurs projets, etc., par des formes de rupture. Parfois, c'est quitter un pays pour aller dans un autre pays. C'est aussi une rupture par rapport à une norme pour créer des solutions innovantes. Et il y a aussi ce côté presque insolent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui y croit. Puis il y a autre chose, il y a un mélange d'informel. Tous les intervenants de cette table ronde m'ont dit non, tu m'appelles par mon prénom, et moi je t'appellerai par ton prénom. Mais il y a du sérieux quand même aussi, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce mélange, et je ne sais pas si dans ces personnages auxquels vous pensez, vous voyez ces choses-là, c'est-à-dire ce mélange de sérieux et d'informel. Certainement, dans chaque travail que vous faites, dans chaque personnage, il y a les deux côtés. Bien sûr. Tu dois enrichir le personnage, tu dois enrichir que ce soit dans la vie privée ou dans le travail. C'est toujours c'est plusieurs axes en même temps. Tu ne pourras pas être toujours joyeux, toujours fâché. Donc tu dois avoir une panoplie de caractères pour pouvoir bien travailler. Avant qu'on se quitte, la dernière question, et elle s'impose, c'est quoi votre prochain projet ? Je pourrais pas dire tout de suite, je sais pas encore. C'est secret ? Ouais, c'est pas secret, mais c'est encore. Voilà, c'est en gestation, mais ce qui est sûr, pendant Ramadan, je serai à la télé. Actif. Pour ça, je serai actif à la télé. Elf Mabrouk. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci Aïchek, comme on dit ça ici. fait plaisir. Merci infiniment à Mohamed Emrad d'être passé pour cette séquence Nouveau Regard qui nous permet de prendre un peu de distance et d'auteur. Et on l'a vraiment ressenti dans ce moment. Donc je vous remercie pour ce très joli moment. On va rapidement passer à notre deuxième table ronde. Avant cela, on va faire un crochet par la République démocratique du Congo avec ses 110 millions d'habitants. C'est tout simplement le premier pays francophone au monde puisque beaucoup de ses habitants sont des locuteurs de la langue française. Et on profite de ce détour par la République démocratique du Congo pour mettre en lumière les partenaires des projets Expertise France en soutien de l'entrepreneuriat féminin en RDC. Vous allez voir, c'est très joli. Ce projet, ça s'appelle Pour Elle au pluriel, E2LES. Vous allez y voir plusieurs exemples de succès qui, justement, se conjuguent au féminin. On regarde ça ensemble et on se retrouve tout de suite après pour notre deuxième table ronde. Alors, notre incubateur est une structure qui a été créée par des femmes, pensée par des femmes, et essentiellement destinée à accompagner des femmes. Nous avons choisi d'appeler notre projet « Succès pour elles ». Succès est un acronyme pour soutien à l'utilisation des compétences créatives des entrepreneurs solidaires. Notre projet vise à non seulement travailler sur des individus, mais on va aussi travailler sur des groupes. L'aménagement des formations pour tenir compte des femmes. Que nous, dans les formations que nous proposons, nous prévoyons toujours un système de garde d'enfants au cas où les dames le souhaitent, pour pouvoir tout simplement réduire l'absentéisme lié au fait que parfois les femmes n'ont personne pour garder leurs enfants, elles ratent des formations. Tout simplement parce qu'une femme qui est soutenue a plus de chances de faire pérenniser et aboutir son projet. Donc on va traiter des questions liées à la masculinité positive pour permettre aux hommes de comprendre ce que font leurs femmes et de pouvoir les accompagner à faire aboutir le projet. Bonjour, Jambo Mbote Navino, je suis Davina Mbangumboyo, âgée de 19 ans. Entrepreneur et étudiante en sciences agronomiques à l'Université pédagogique nationale. Je suis DG de JD Agro, qui est une entreprise de production
de transformation et de commercialisation de produits agroalimentaires du terroir congolais. Nous avons pu être financés par le projet Pour Elle et ce financement nous a permis de légaliser notre société et d'investir dans nos produits pour produire une grande quantité. Nous ne sommes pas seulement arrêtés là, nous avons pu rencontrer des partenaires, nous avons pu rencontrer des personnes exceptionnelles. Nous avons été motivés et encouragés par toutes ces femmes qui ont parlé et nous avons fait de rencontres exceptionnelles. Bonjour, je suis Clémence Zamou, âgée de 23 ans. Je suis aussi CEO de Skylance Magazine, qui est un magazine axé dans 4 thématiques. La première est la thématique féminisme, mais aussi thématique politique, gospel et jeunes entrepreneurs. Le 30 mars dernier, j'ai eu à participer au projet Makutano Level Up, où j'étais parmi les gagnantes, l'équipe gagnante de gameuses. Et on a été financé grâce au projet Pour Elle. Donc, grâce à ce financement, j'ai pu accélérer la production de mes magazines. J'ai eu à produire 1700 magazines que je suis en train de vendre jusqu'à présent, bientôt rupture de stock. Merci beaucoup au projet Pour Elle pour ces initiatives. Le projet Pour Elle continuera à investir dans plusieurs filles de Kinshasa, de la RDC, comme elle le fait à chaque fois. Merci beaucoup. Ces voix féminines qui résonnent jusqu'à Tunis, je crois qu'on n'aurait pas pu rêver meilleure transition pour introduire notre deuxième table ronde. Entrepreneurs des diasporas, des parcours variés au service d'un développement durable. C'est notre deuxième grand angle. Je vous rappelle que vous devez utiliser l'interface pour poser vos questions en direct aux invités que j'ai le plaisir d'accueillir, en commençant par vous, Teddy Kosoko, en direct avec nous depuis New York. Vous êtes le président directeur général, le CEO, comme on dit en mot français, de Gara, que vous m'avez décrit comme étant une porte d'entrée sur le continent pour y faire circuler de l'argent, des capitaux. En clair, c'est une plateforme de paiement pour les 54 pays que compte l'Afrique. Merci, cher Teddy, d'avoir accepté notre invitation. Marwa Moula, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va. Vous dirigez Ilaykoum et non pas ilay.com, c'est bien ça? C'est Ilaykoum. Et le site, c'est ilaykoum.com. Bien sûr, ilaykoum.com. Ilaykoum qui d'ailleurs veut dire pour vous en arabe. Selon vos propres mots, c'est une plateforme de mise en relation, donc une marketplace, toujours en bon français, qui permet aux artisans, aux artistes et aux entrepreneurs de vendre leurs produits en ligne, à la fois sur le marché national et international. Donc il y a tout un soutien logistique, une aide avec les douanes, etc. Merci d'être avec nous dans ce studio d'Expertise France à Tunis, cher Marwa. Rayen Thouir, c'est bien comme ça qu'on le prononce? J'ai fait de mon mieux, hein. Je pense que j'ai raté, mais j'ai essayé. Fondatrice et PDG de Bossy Match, ici même en Tunisie, qui est devenue, je pense qu'on peut le dire, un véritable repère pour les femmes entrepreneures, au pluriel. On y mêle business et impact, ce sont là encore vos mots. Merci de prendre de votre temps pour passer ce moment avec nous, cher Rayen. Je sais que vous êtes très, très occupé, vous me l'avez souvent dit et rappelé. Merci Rayen. C'est un plaisir en tout cas. Merci infiniment. Et avec vous, Sofiane Boukhlis, cofondateur, directeur technique et produit de WeCoding. J'ai essayé de dire Boukhlis correctement, est-ce que j'ai réussi? C'est parfait. Merci infiniment. Aïchek, comme on dit ici, spécialiste en stratégie tech et data, mais aussi en développement applicatif. Vous allez nous expliquer tout ça. Avant que je me remercie également une autre personne qui va s'exprimer dans cette table ronde, je sais que c'est très important pour vous de me parler d'un développement stratégique récent pour WeCoding, à savoir une alliance que vous avez nouée et qui permet à WeCoding d'accroître son empreinte de manière considérable et à l'échelle internationale. Vous nous en dites un bref mot? Oui, en fait, depuis quelques mois, WeCoding est passé à l'échelle. Donc, on est aujourd'hui 350 collaborateurs, un peu plus, sur 7 villes françaises. Donc, 90% de nos collaborateurs sont en France, donc opèrent avec les entreprises françaises. Et on a 10% de nos collaborateurs, dont on est fiers, qui sont en Tunisie, au Maroc, Sénégal et Côte d'Ivoire. Une marque véritablement internationale. Merci infiniment, Sofiane Boukhlis, d'être avec nous. Et puis, on va aussi, vous allez le voir, donner la parole à une ancienne ministre déléguée à la parité, à l'égalité, femmes-hommes, Elisabeth Moreno, qu'on va entendre tout au long de cette table ronde. Vous allez le voir, elle a des mots très, très forts sur le rôle positif des diasporas, notamment le rôle que ces diasporas jouent dans le renouveau de la relation entre la France et l'Afrique. Entrepreneurs des diasporas, des parcours variés au service d'un développement durable. C'est le titre de cette deuxième table ronde. Marwa Moula, cofondatrice d'Ilaykoum.
Je voulais commencer par vous. Qu'est-ce qui, vous, personnellement, vous a encouragé à franchir ce pas, et donc cette mer, la Méditerranée, pour passer de la France à la Tunisie et vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Très bonne question. Avant tout, en fait, je voulais expliquer un petit peu mon parcours pour que vous puissiez comprendre pourquoi je suis là aujourd'hui. Et en fait, j'ai fait un cycle d'ingénieur en Tunisie, puis j'ai poursuivi mes études en France. Et j'ai beaucoup investi dans la vie associative, jusqu'à ce que j'ai découvert l'association La Tunisie de demain. Et j'ai proposé à l'équipe de lancer un programme centré sur l'entrepreneuriat à impact. Et beaucoup inspiré par ce qui se passe en France. Et en fait, voilà, on a lancé un programme d'incubation qui a été financé par la mairie de Paris pour accompagner des entrepreneurs impact en Tunisie. Donc, je suis revenue en Tunisie pour lancer ce programme en tant que volontaire. Et à ma grande surprise, 80% de ces personnes-là, en fait, ce sont des artisans, ils ont beaucoup de talent, des entrepreneurs qui fabriquent des produits éco-responsables, mais ils sont très éloignés de la digitalisation. Ils ne savent pas comment valoriser leurs articles, ils ne savent pas commercialiser en ligne. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé Ilaicom. Oui, Ilaicom. Pour vous. Pour vous, et avec mon cofondateur qui était aussi le fondateur de l'association. Maintenant, il est le CTO, Mahdi. Et donc voilà, je suis revenue ici en Tunisie, effectivement, pour le désir de faire grandir Ilaicom, d'être proche des vendeurs de Ilaicom. J'ai compris aussi le fait d'avoir les deux pieds dans les deux rives. Tout à fait. C'est des deux mondes en fait, qui se complètent. Par exemple, moi, en France, j'ai appris la digitalisation, je crois que l'image qu'on voit d'ailleurs derrière vous, elle est tirée de votre banque d'images. Exactement, c'est dans nos locaux à Sfax. Ouais. C'est les membres de l'équipe et ils parlent de la chéchia, c'est le produit. Alors c'est marrant parce qu'on voit des produits de l'artisanat et puis on voit un laptop. Donc il y a toujours ce côté numérique, digital et en même temps ce côté artisanal. Oui, c'est ça le plus important, c'est ce rêve qu'on est en train de concrétiser. Comment un artisan tunisien ou encore africain peut exposer ses créations dans le monde entier depuis son atelier. Et donc c'est pour ça en fait, c'est le côté local et global qui m'anime le plus. Ouais. On voit d'ailleurs à l'écran, je crois, des images qui sont tirées de votre site, qui est très joliment fait d'ailleurs, Ilaicom. Je renvoie tout le monde vers ilaicom.com, comme vous l'avez rappelé au début de cette table ronde. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vous lient dans les parcours, Marwa et Ryan, notamment un fait que m'a rappelé notre ami d'Expertise France, Sima, qui est ici avec nous, et qui représente Meet Africa, un programme dont vous allez toutes les deux bénéficier, qui est un programme qui est cofinancé par l'Union européenne et l'AFD, et qui appuie l'entrepreneuriat des diasporas. Moi, je voulais vous faire réagir par rapport à une phrase que vous avez tenue lors de notre discussion pour préparer cette émission, Ryan. Vous m'avez dit, je vous cite, « La diaspora, elle bénéficie souvent d'une longueur d'avance dans certains domaines ». Qu'est-ce que vous entendez par là, Ryan ? C'est très simple, en fait. On a la chance de pouvoir pratiquer des choses qui sont déjà très très bien installées dans les pays dans lesquels on a pu vivre, enfin, du moins pour ma part. Donc je parle de la France. Il y a beaucoup de concepts qui sont déjà limite devenus vraiment appliqués de façon normale et banalisés là-bas, qui ne sont même pas encore connus sur le continent, par exemple, africain. Et du coup, c'est là où on arrive avec une longueur d'avance, dans le sens où on a énormément appris de choses en France qu'on peut apporter aujourd'hui sur le territoire. Donc, dans quel domaine, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a énormément, mais l'idée, c'est de se dire vraiment, c'est une chance. C'est une chance que l'on a pu avoir ça. Et l'opportunité se trouve dans le fait de pouvoir transmettre ça aux autres. Ambassadeur, ambassadrice, c'est un terme qui revient beaucoup dans nos conversations sur l'entrepreneuriat et la diaspora. Teddy Kosoko, vous qui êtes à New York en direct avec nous, CEO de Gara, donc cette plateforme de paiement actif dans les 54 pays que compte le continent africain. Vous aussi, vous m'avez parlé de ce rôle d'ambassadeur, et ce qui est très intéressant, et je voulais vous faire réagir par rapport à vos propres propos, que vous nous les expliquiez, c'est que vous m'avez dit que les éléments de la diaspora, ils sont ambassadeurs dans leur pays d'origine, donc ambassadeurs du pays où ils résident ou dont ils viennent, mais ils sont aussi ambassadeurs dans le pays où ils résident. C'est-à-dire qu'ils sont ambassadeurs de leur pays d'origine, ambassadeurs de leur pays à l'étranger où ils résident. Vous nous expliquez un petit peu cette idée que vous avez partagée avec moi ? Bonjour Gallagher, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Et déjà une petite précision, on n'est pas qu'une plateforme de paiement.
Donc, Gara, c'est une marketplace qui facilite la distribution des produits culturels et numériques et leur monétisation. Pour faire simple, une personne va rester en Tunisie, comme mon cher ami Walid Sultan, il va faire un jeu vidéo sur l'histoire de la Tunisie, sur Carthage par exemple. Il va réussir avec notre plateforme à générer des revenus au Sénégal, au Mali, en Zambie, en Tanzanie. Et cet argent, nous allons le déplacer jusqu'en Tunisie pour l'aider à développer ses activités. Donc, nous ouvrons, pour aller vite, l'Afrique aux Africains au reste du monde. Donc, ça, c'est par rapport à notre activité. Concernant cette histoire des Africains ou de la diaspora ambassadeurs, il se trouve que souvent, la diaspora africaine a un pied sur le continent africain et un pied dans soit l'Europe, soit les États-Unis, soit même l'Asie aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes Africains sur le continent asiatique. Et comme sur la table ronde, cela a été dit précédemment, ces jeunes aujourd'hui ont une double culture, une double connaissance de plusieurs espaces, et ils arrivent à jouer et à jongler avec des réalités politiques de ces espaces-là. Donc, la diaspora devient une sorte de jointure entre des réalités qui sont de plus en plus complexes et sont des ambassadeurs, par exemple, de l'Afrique dans le reste du monde et aussi de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie sur le continent africain. Merci infiniment, Teddy Kosoko, et merci beaucoup pour cette précision concernant Gara. C'est très important d'être précis, donc je vous en remercie infiniment. Sofiane Boukhris, je voudrais me tourner vers vous. Je suis en train de faire réagir un petit peu tout le monde par rapport à des propos qu'ils ont tenus avec moi. Vous m'avez dit quelque chose de très très beau. Vous m'avez dit en préparant cette émission, moi je suis redevable à mes deux pays, la France et la Tunisie. Donc j'avais envie de vous demander pourquoi, qu'est-ce que vous leur devez à ces deux pays et comment est-ce que vous le leur rendez ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que le fait d'être né en Tunisie et grandir en Tunisie, ça veut dire en fait que j'étais élevé, formé dans un pays qui m'a donné l'opportunité en fait de me déplacer, de faire des choses grandes. On arrive en France on est accueilli, on est reformé et on nous offre l'opportunité d'entreprendre. C'est des choses d'autres pays on ne peut pas faire. Par exemple, il y a des pays, on ne va pas les citer, où l'entrepreneuriat est quasi impossible. Tout à fait. Donc, cette opportunité que j'ai pu saisir entre la Tunisie et la France, pour moi, est une chance et je me sens redevable parce que je sais qu'on me l'a donné. C'est des gens qui ont travaillé dur pour mettre des dispositifs en place pour les gens comme nous. C'est très important de renvoyer la balle puisque la balle permettra de créer un cercle vertueux. Comment on le fait aujourd'hui? Nous accompagnons par exemple des entreprises françaises en France, localement, d'une manière pragmatique, dans l'expansion à l'étranger, d'une manière factuelle. Nous créons de l'emploi. En France et dans les pays où on se développe aussi. Donc, on a une mission économique, certes, mais aussi une mission sociale. Et je pense que, à ma petite échelle, c'est déjà un petit premier pas pour rendre un peu... Vous m'avez d'ailleurs dit, avant d'arriver sur ce plateau, que hier, vous étiez en train de former des jeunes start-upers, ici même en Tunisie. Vous les aidiez à monter en compétences, c'est ça? Tout à fait. C'était mardi. Et en fait, j'ai rencontré donc des jeunes entrepreneurs qui viennent de la tech. On complète un peu quelques lacunes par ce qu'on appelle des stratégies de soft skills, de conception, d'architecture, etc. Et cela vraiment contribue d'une manière palpable, quoi, l'impact qu'on peut avoir sur la jeunesse tunisienne, par exemple. Pendant que vous vous exprimiez, on voit d'ailleurs des images, là aussi, qui sont très très jolies, tirées de votre banque d'images chez WeCoding. Je ne sais pas si c'est vous qu'on voit ou quelqu'un d'autre, mais elles sont vraiment superbes, ces images. Je vous l'avais promis, on va, tout au long de cette table ronde, écouter les mots très sages de l'ancienne ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno. Elle a des mots très très forts, je trouve, sur le lien entre les notions de diaspora et d'immigration, des sujets qui, selon elle, et on aurait du mal à lui donner tort, sont intimement liés et qui peuvent mener, explique-t-elle, à des réussites qui servent tout le monde. On l'écoute et j'aimerais vous faire réagir, Marois, juste après, à ce que nous dit donc Elisabeth Moreno. J'aimerais tout d'abord commencer par remercier Expertise France pour ces rendez-vous de l'expertise, tellement bien faits, tellement intelligents, et surtout quand ils s'expatrient et qu'ils vont au plus proche des personnes qui en ont le plus besoin. Et puis, je veux dire aussi combien je suis épatée par les témoignages des entrepreneurs de la diaspora que nous avons eu le plaisir d'entendre, parce que je pense que ces femmes et ces hommes démontrent
toutes les statistiques sur l'immigration, parce que vous savez bien qu'on ne peut pas parler de diaspora sans parler de l'immigration. Il y a aujourd'hui plus de 184 millions de personnes qui ne vivent pas dans le pays où ils sont nés. Ces personnes font partie de la diaspora. Certaines entreprennent et réussissent merveilleusement bien. Et je pense que nous avons tout intérêt à mettre davantage en lumière ces réussites qui servent à la fois le pays d'origine de ces diasporas, mais aussi le pays d'accueil dans lequel ils ont choisi de vivre. Je dirais que les diasporas aujourd'hui, où qu'elles se trouvent, elles créent, elles innovent, elles entreprennent, elles inventent. Souvent, c'est un entrepreneuriat de survie parce qu'elles ne trouvent pas le job dont elles rêvent, parce qu'on ne fait pas confiance dans leurs compétences, dans leurs capacités. Et elles entreprennent parce qu'elles ont des idées comme n'importe qui et qu'elles veulent contribuer à l'économie du pays dans lequel elles se trouvent, mais aussi parfois à l'économie de leur pays, du pays d'origine de leurs parents. Donc je crois que le rôle des diasporas aujourd'hui est absolument fondamental. D'abord parce que elles humanisent ces situations de migration qui sont parfois absolument terribles, qui vont être, je pense, de plus en plus importantes. Mais elles montrent également toute la valeur ajoutée qu'elles peuvent apporter à leur pays d'origine ou à leur pays d'accueil, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue social. Je pense à toutes ces initiatives que l'on voit sur tout le continent africain, mais également en Europe, qui se donnent pour objectif de créer des ponts entre des continents qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus, sauf à travers de la création. Ces diasporas qui sont une véritable matière vivante qui crée ces ponts donc entre les deux rives, c'est l'histoire que vous nous racontiez, donc c'est très personnel pour vous. On a une question pour vous justement, Marwa, qui nous vient de l'un des internautes ou l'une des internautes qui nous regarde. Comment les collectivités territoriales, et si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave, on la fera circuler cette question, comment les collectivités territoriales françaises peuvent-elles accompagner les initiatives des diasporas ? Ouais, très bonne question. Je pense c'est en créant des programmes pour la diaspora, pour qu'elle puisse aller faire des projets sur le territoire en Afrique. Comparable aux projets dont on a entendu parler de la part de Zeynep Messaoud, comme de Dot Landing, des projets pédagogiques. Et d'ailleurs, moi, le premier projet, c'était un financement de la part de la mairie de Paris. Ouais. Et c'est ça qui m'a boosté à aller revenir en Tunisie. Donc c'est ce type de programme que la collectivité peut lancer pour encourager les entrepreneurs de la diaspora à aller sur place et exercer des activités là-bas. Que ce soit aussi avec le financement, mais aussi un accompagnement, un suivi, quelque chose qui sera durable dans le temps. Oui, durable, c'est un terme qu'on retient. Et justement, en parlant de durable, Ryan, je crois que dans ce que vous faites, il y a une adéquation entre l'entrepreneuriat que vous encouragez et les objectifs de développement durable. Je sais que chez Bossy Match, on est très concentré sur des questions de parité, mais d'impact environnemental aussi, me semble-t-il. Vous nous en dites peut-être un mot ? Ok, très bien. Alors oui, concernant la parité, forcément, on a un réseau essentiellement de femmes chefs d'entreprise. Oui. Donc là, on est en plein dedans. L'impact supplémentaire que moi j'ai décidé au moment de lancer Bossy Match, c'est que je me suis dit, tous les projets que je vais intégrer au sein du réseau, ça va être des projets à impact. Comme ça, ça va me permettre déjà, moi, dans un premier temps, d'avoir un impact à petite échelle, mais qu'on ait aussi indirectement un impact sur toute la société. Et clairement, aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais de choses qu'on a pu apprendre bien plus tôt. Il y a la question de, par exemple... On voit vos équipes, là, hein. C'est vrai que c'est très féminin. Félicitations. Il a eu la chance, Hicham, d'être un jour parmi 100 femmes. Donc clairement, la question de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, la qualité au travail, tous ces sujets étaient des sujets qui n'étaient pas encore d'actualité auparavant, qu'ils sont de plus en plus, surtout après le Covid. On constate qu'il y a une sensibilité à ça. Et aujourd'hui, moi je le vois notamment en Tunisie, mais en Afrique, parce qu'on est présente aussi dans d'autres pays d'Afrique. Clairement,
tout chef d'entreprise ou tout entrepreneur se pose la question de comment est-ce que je vais faire pour garder justement ma matière grise, pour garder mon personnel, pour éviter la diasporisation de ce personnel-là. Ouais. Donc il y a un grand intérêt par rapport à ça. Et nous, en tant que diaspora, on est là aussi pour apporter ce qu'on a pu découvrir ailleurs et leur partager tout ça. Il y a une seconde chose, c'est l'éducation et la parentalité. C'est deux sujets aussi sur lesquels on est très, très, très axé. Donc, par notamment du mentorat, par aussi de la formation, de l'accompagnement. Et on a, enfin, j'ai du moins au sein de Bossy Match aujourd'hui des expertes, notamment en parentalité, comme je peux citer Stéphanie Pitala, qui est une experte qui a justement franco-italienne, qui a vécu en Côte d'Ivoire et qui travaille sur tous ces pays-là, dont la Tunisie et Dubaï. La parentalité, c'est pas un sujet aussi qui est hyper tendance. Quand tu viens parler à une maman tunisienne et que tu lui dis éducation positive, on te regarde avec des grands yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Et clairement, aujourd'hui, malgré le fait que culturellement, il y a un gap, il y a une grosse différence, on utilise, et prenez bien ce terme, on utilise le réseau pour pouvoir créer des synergies, si je peux appeler ça comme ça, pour qu'il y ait plus ce gap, justement. Et grâce aux locaux, on va arriver facilement à créer des lignes, enfin, des passerelles pour transmettre le message plus facilement et s'intégrer plus facilement localement. Donc on fait ça dans tous les pays en Afrique et au Moyen-Orient. Très rapidement, parce que ce que vous dites fait déjà réagir un internaute en direct qui nous adresse la question suivante. Peut-être une internaute d'ailleurs qui nous dit « À quel défi avez-vous fait face en tant que femme? Quels conseils donneriez-vous à une jeune femme qui a envie d'entreprendre ?» Très rapidement. Alors, très rapidement, les défis que j'ai eus, j'en ai eu beaucoup. Le premier, c'est la culture. On a l'impression, parce qu'on est franco, une autre nationalité, qu'on est forcément les deux. Alors que réellement, non, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Il faut l'accepter, il faut faire avec et construire avec. À partir de là, à partir du moment où on a pris cette conscience, moi, je n'ai pas vécu en Tunisie auparavant. J'ai une éducation très tunisienne à la maison, on parle tunisien, etc., etc. Mais seulement ça et les vacances en été. Donc, comprenez bien que quand on arrive dans un écosystème qui est totalement différent, vous parliez tout à l'heure dans la première table ronde de code. Oui. Les codes, il faut les apprendre. Et grâce aux gens qui sont en Tunisie, justement, on peut échanger avec eux, on peut comprendre les codes et les apprendre à travers eux. Donc ça, c'est le premier gros frein. Après, il y a la question de genre aussi. Moi, quand je suis venue pour entreprendre la première fois, c'était en 2016, j'étais beaucoup plus jeune. Et du coup, on me regardait comme la petite jeune femme qui arrive naïve sur ses grands chevaux, voilà, qui est naïve. Donc ça m'a obligée de repartir. Clairement, je suis repartie en France, je me suis construite là-bas avec un début de quelque chose et je suis revenue avec en Tunisie et c'est ce qui m'a permis de gagner énormément de temps parce que entreprendre, quand on entreprend, qu'on soit en France ou en Tunisie, c'est de l'entrepreneuriat en fait, clairement. Donc déjà, ça nous facilite. Enfin, c'est plus simple, je pense que toi, tu as déjà été mise directement dans le bain, mais c'est plus simple d'apprendre chez soi que d'apprendre ailleurs. Et puis, une fois qu'on est un petit peu, qu'on a compris un peu comment ça se passe, bah là, on se jette à l'eau. Donc, ne venez pas sans rien. Et aller vers les bonnes personnes. Meet Africa a joué un rôle très important sur ça. Pour vous et Marois, on l'a dit. Vous avez utilisé le mot code. Code, on est chez vous, Sofiane. Vous m'avez dit aussi quelque chose qui m'a frappé par la grande humilité dont vous avez fait preuve en le disant. Vous m'avez dit, et je vous cite, « Il ne faut pas croire non plus que la Tunisie n'aurait pas de succès dans l'entrepreneuriat sans cette diaspora. » C'est bien ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus imaginer que sans la diaspora, il n'y aurait pas d'entrepreneuriat en Tunisie. Exactement. En fait, l'idée est la suivante, c'est tout d'abord, la diaspora est utile, mais n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui en Tunisie, il y a des talents partout. Les Tunisiens sont capables, les Tunisiens peuvent réussir leurs projets sans nous. Par contre, la diaspora a des atouts. La diaspora est près du réacteur, du centre du réacteur de l'entrepreneuriat, au sens nous sommes sur certains sujets quand même plus avertis, plus proches de ce qui se passe en temps réel dans le monde. Sur ça, on accumule de l'expérience. Donc on est capable, quand on revient ici, ce que j'ai fait il y a 2 jours, d'apporter de la valeur, qui est de l'expérience, qui est retour sur l'expérience. Et en fait, souvent, quand on entreprend, ce qu'on apprend dans la courbe d'apprentissage, parce qu'il y a une courbe d'apprentissage dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, on se rend compte que le plus important, c'est les informations qu'on n'avait pas en amont. L'idée initiale est importante, mais toute la partie un peu abstraite qu'il y a autour, qu'on va commencer comme un puzzle à remplir et à construire, qui, elle, va faire gagner beaucoup de temps aux entrepreneurs qu'on peut croiser ici en Tunisie, etc. Donc, d'une manière pragmatique, entreprendre, c'est universel. Tout le monde peut entreprendre partout dans le monde. Les difficultés sont les mêmes dans tous les pays, en vrai. C'est juste que
comme tu as bien dit tout à l'heure, si on s'en dans des projets de livraison, aujourd'hui on va faire un Deliveroo en Tunisie, il est clair que quand on prend un consommateur lambda en France, il connaît tellement bien l'application Deliveroo qu'il peut être chef de projet sur ce projet en Tunisie, quoi. Donc vous voyez un peu l'idée. Donc, bien sûr. Donc les Tunisiens, et je suis né ici, je sais à quoi ils peuvent arriver. C'est de quoi vous parlez. Exactement, c'est de quoi je parle. Donc ils n'ont pas besoin de nous, mais on est un vrai atout, et ça revient à l'histoire de tout à l'heure de renvoyer la balle, comme on aurait bien aimé qu'on la donne aussi. On va se tourner à nouveau vers Elisabeth Moreno, l'ancienne ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes. Elle partage avec nous son rapport à la diaspora entre sentiment d'appartenance et de rejet. On l'écoute et je voudrais vous faire réagir juste après Teddy Kosoko. Vous savez, moi je fais partie de cette diaspora et je vais vous confesser quelque chose. Il y a eu des moments dans ma vie où je me suis sentie apatride parce que j'étais rejetée du pays où je vivais et parce que le pays où je suis née ne se souvenait pas que j'existais. C'est intéressant de poser la question de savoir comment on peut aider ces diasporas qui ont tant à apporter à se sentir chez elles, où qu'elles se trouvent, et qu'elles puissent être suffisamment épanouies pour apporter le meilleur d'elles-mêmes. La meilleure manière pour les coopérations internationales d'accompagner les diasporas dans leur réalisation, c'est de commencer par se souvenir qu'elles existent. Et vous savez que l'entrepreneuriat, ça n'est rien d'autre que résoudre des difficultés. Eh bien, si on s'appuie sur l'expérience de ces diasporas, je pense qu'on peut trouver des solutions au réchauffement climatique, on peut trouver des solutions aux questions de santé, aux questions d'éducation, on peut trouver des solutions encore totalement innovantes au travers des nouvelles technologies, et tout ça, ça n'est que de l'entrepreneuriat. Il faut dialoguer avec ces diasporas, il faut entendre ce qu'elles ont à dire, il faut les accompagner dans leur réalisation. Si les membres des diasporas qui réussissent étaient davantage mis en lumière comme des rôles modèles, à la fois dans les pays d'accueil et dans les pays d'origine, il y aurait moins ce sentiment d'inexistence qui fait que certains d'entre eux ont envie, ont des capacités, ont des compétences, mais qu'ils ne trouvent pas la force pour la réaliser. Des mots très très forts de la part d'Elisabeth Moreno. Teddy Kosoko, le PDG de Garin, en direct avec nous depuis New York. J'imagine que ça vous parle, cette idée de diaspora qui sont source de solutions. Je voulais votre réaction justement par rapport à ces propos très forts. Mais je pense qu'elle a tout à fait raison de dire le fait que la diaspora africaine est source de solutions. Je passe une bonne partie de mon temps à faire les pays africains, du nord au sud, à l'est et à l'ouest, et je me rends compte des difficultés que rencontrent ces pays africains. Et j'ai souvent une phrase qui dit que le jeune qui a voyagé est beaucoup plus sage que le vieux ou la personne âgée qui est restée toute sa vie au village. Et c'est vrai, nous nous rendons compte en allant et en voyageant dans le monde, nous nous rendons compte à quel point certains pays sont développés, certains pays sont avancés, comment certains pays trouvent des solutions, et avec ces connaissances, lorsque nous revenons au pays, nous avons tout un ensemble de connaissances que nous pouvons mettre à disposition des populations locales pour accélérer les solutions, pour accélérer le déploiement des solutions. Il y a tellement de choses que la diaspora africaine pourrait faire en Afrique pour résoudre des problèmes. On a des problèmes structurels. On a par exemple la corruption qui est un grand défi sur le continent africain. Il nous suffirait d'informatiser tous nos systèmes pour réduire cela, réduire la circulation du cash qui contribue en fait à une grosse perte dans les économies africaines. L'éducation qui fait partie des priorités, par exemple, sur le continent africain. Lorsque je vais dans les villages, dans pas mal de pays africains, on sait qu'on a aujourd'hui la capacité de faire en sorte qu'un jeune, juste avec son petit téléphone portable, puisse avoir accès à des ressources comme un petit jeune qui est basé à Paris ou un petit jeune qui est basé à Shanghai. On pourrait déployer cela. Et pour moi, la diaspora devrait avoir une place importante, une place prioritaire dans les politiques des États.
Merci Teddy Kosoko en direct avec nous depuis New York, CEO de Gara. Marois, une question pour vous. Est-ce que, et on l'entend un petit peu dans ce que nous dit Teddy à l'instant, il y a cette idée d'être source de solutions, mais quand on appartient à la diaspora, on est aussi, me semble-t-il, source de solutions dans son pays d'origine, parce qu'on a vu certaines des erreurs commises en Occident et par les Occidentaux. Et donc, quand on revient dans son pays d'origine, on est aussi capable d'éviter à son pays d'origine, certaines de ces erreurs, certaines de ces mauvaises orientations. J'ai raison de penser cela ou alors je me trompe ? Tout à fait. En fait, il faut toujours s'inspirer des autres expériences, regarder ce que les entrepreneurs qui ont fait les mêmes projets que nous, pourquoi ils sont échoués, comment nous, on peut éviter ça. Et c'est toujours une source d'apprentissage. Aussi, en fait, il faut aller chercher l'information. C'est super important pour se lancer dans des projets entre les deux rives. Que ce soit dans la partie occidentale, parce que c'est là où ils sont plus avancés que nous, donc on va apprendre d'eux, et aussi aller voir localement, s'immerger localement, voir qu'est-ce qui existe et comment nous, on peut s'intégrer rapidement et s'immerger dans l'écosystème entrepreneurial. Donc oui, c'est super important que vous dites. Ryan Thouir, je voulais vous faire réagir par rapport à quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, parce que je sais que ça vous parle. Vous m'avez dit, et je posais tout à l'heure la question à notre amie Sofiane, nous ne sommes pas supérieurs parce que nous faisons partie de la diaspora. Pourquoi vous dites ça ? Clairement. Pas du tout, on n'est pas supérieur, on est différent. Et je pense que d'ailleurs c'est une erreur de chercher à se comparer à chaque fois entre nous et la diaspora et les autres. Clairement aujourd'hui, quand on vient pour apporter quelque chose. Et quand on se met tout de suite sur un piédestal ou avec cette supériorité, bah forcément, en face de nous, on va avoir des personnes qui vont avoir une certaine frustration. Et là, on n'obtiendra pas le résultat escompté. La meilleure démarche, enfin, du moins celle que moi j'ai appliquée avec Bossy Match, c'est dans n'importe quel pays où j'arrive avec ce que j'ai, avec mes bagages, et je leur dis, moi, voilà ce que j'ai aujourd'hui à apporter. Qu'est-ce que vous pouvez apporter ? Et venez, on fait quelque chose ensemble. Et c'est de cette manière-là que j'ai réussi à évoluer d'une manière un peu impressionnante, hein, clairement. C'est grâce à ça, en fait. C'est grâce au travail ensemble. Je m'enrichis d'eux, comme eux s'enrichissent de moi aussi. Et l'idée, c'est vraiment ne jamais arriver sur ces grands chevaux. C'est ce que je vois le plus souvent et c'est pour ça que je le dis aujourd'hui. Je vois beaucoup de diaspora arriver en mode quand on va arriver, on va leur apprendre. Eux, ils savent rien. Non, ils savent. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Sofiane. Clairement, sans nous, ils auraient pu faire. Peut-être que ça aurait pris plus de temps, mais le fait de s'unir, et dans tout à l'heure, Zeynep parlait de toutes les institutions qui se sont rassemblées pour faire des choses, mais c'est pareil aussi pour les entrepreneurs, diaspora ou non, on est tous des entrepreneurs. À partir du moment où on construit ensemble, on arrivera justement à faire de magnifiques choses. Ensemble. Exactement. Sofiane, très rapidement, avant de conclure avec Teddy, vous m'avez parlé d'une notion qui ne m'était pas familière et ça reboucle avec la question que j'ai posée tout à l'heure à Ryan sur ce que fait Bossy Match en lien avec les objectifs de développement durable. Vous m'avez parlé du coding éthique et de là, je crois, c'est la green tech. C'est quoi le coding éthique ? En fait, aujourd'hui, il faut savoir que dans notre métier, nous avons des obligations écologiques. D'accord ? Nous devons réduire en fait les émissions de CO2. Il faut savoir qu'un ordinateur, c'est une machine qui consomme de l'électricité, il chauffe, il va consommer de l'électricité. L'électricité, c'est du carbone. Et donc, dans le travail aujourd'hui, dans notre mission, WeCoding intègre donc une approche qui s'appelle le Green IT. Le Green IT, en fait, c'est faire des programmes, des codes, étudier en amont pour avoir le minimum d'impact écologique sur la planète. Donc ça, c'est la Green IT. Bien sûr, il y a d'autres aspects. Hein. À part le code, il y a d'autres aspects, les hébergements, les serveurs, la data. Aujourd'hui, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, qui est très consommatrice de serveurs, bah, en fait, des algorithmes qui sont beaucoup plus intelligents, qui consomment beaucoup moins, beaucoup plus spécialisés. Ça, d'une part. Par exemple, si on prend l'exemple du Green IT, il y a d'autres sujets. Hein. On peut parler aussi de
tech donc, éthique. C'est quoi la tech éthique? C'est en amont dans son travail, dans ses process de travailler. On va intégrer les normes, ce qu'on appelle les RGPD, donc, qui c'est très connu. Ça veut dire ça va protéger les données, en fait, l'anonymat, etc. Oui. Nous allons mettre l'accent sur la sécurisation des données. Donc aujourd'hui, on a un monde qui va très vite, où l'information peut être piratée facilement si on ne s'y met pas aux normes. Donc on va sécuriser les données des gens, d'accord? Et pareil, travailler un peu sur la cybersécurité, etc. Donc ça fait vraiment partie de ce qu'on appelle l'espace éthique. Merci infiniment, Sofiane Boukhris. Teddy Kosoko, pour le mot de la fin, depuis New York, vous avez cette immense responsabilité, celle de conclure cette table ronde avec vos mots. J'ai envie de vous demander tout simplement ce que vous retenez, ce que vous a inspiré ce temps de conversation qu'on a eu le plaisir d'entretenir toutes et tous ensemble. Et encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation, Gallagher et Expertise France, de nous donner ce temps de parler de nos activités et de parler de l'importance de la diaspora dans les économies africaines. Il est très urgent pour nos différents gouvernements sur le continent africain de se rendre compte de cette opportunité. C'est une chance. Cette diaspora, elle investit de l'argent. Cette diaspora possède beaucoup de connaissances. Cette diaspora est un outil qui est à disposition et qui attend juste d'être utilisé. Au gouvernement intelligent de les utiliser. Et un dernier mot, moi je dirais à tous mes frères africains, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, d'arrêter de se focaliser sur leur pays de naissance. Moi je suis né centrafricain. Aujourd'hui, je suis à New York parce que je suis invité par la NBA, mais au nom de la Côte d'Ivoire. C'est le Sénégal qui me fait des articles de presse pour me féliciter. Et il faut qu'on aille dans les pays où les gouvernements sont prêts à nous accueillir. C'est tout ce que je pourrais dire. Franchement, ce sont de très jolis mots, très inspirants. J'ai vu Ryan sourire parce que je sais que c'est un thème qui est très très cher à Ryan, celui de la fin de ces frontières réelles ou imaginaires entre une Afrique noire, une Afrique blanche, une Afrique du Nord et les différentes régions justement de l'Afrique dont vous appelez à l'unité. Vous le faites bien. Merci infiniment Teddy Kosoko, CEO de Gara, en direct avec nous depuis New York. Merci d'avoir mis en pause brièvement ce séjour américain pour venir partager avec nous ces mots très forts et, me semble-t-il, très justes. Marwa Moula, cofondatrice et PDG d'Ilaykoum. Merci aussi à vous. Ryan Thouir, fondatrice et PDG de Bossy Match. Merci infiniment d'avoir passé ce temps avec nous. Sofiane Boukhris, cofondateur, directeur technique et produit de WeCoding. Merci de vous être rejoint à nous ici dans ce studio d'Expertise France à Tunis, capitale de la Tunisie. Merci à tous les quatre, franchement, sincèrement, pour vos lumières. Et puis on n'oublie pas de remercier aussi l'ancienne ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno. Il est donc malheureusement temps de conclure ces échanges. Merci à toutes et à tous, vous qui nous avez suivis, de nous avoir fait la gentillesse et l'honneur justement d'être devant vos PC, vos téléphones, vos ordinateurs pour bien suivre ce moment passionnant. Aïchkoum, comme on dit ici, vous étiez très nombreux à nous suivre. Merci surtout à toutes les équipes au cœur de ce nouveau rendez-vous de l'expertise, à commencer par mes complices, Jules, Ronan et Annabelle. Merci à tous ceux qui, depuis Paris aussi et ici, l'ont rendu possible au sein d'Expertise France et de l'AFD, Sima, Yasmine, Habiba, Lina et bien sûr toutes les équipes de Ginger Productions qui ici ont rendu ce cadre si agréable et chaleureux. Prochain temps fort, l'un des prochains temps forts, c'est évidemment le 19e sommet de la francophonie. Ce sera les 4 et 5 octobre prochains en France. On aura aussi très prochainement un nouveau rendez-vous de l'expertise. Mais d'ici là, il y a une date à ne pas manquer. Ce sera le 3 décembre prochain. Ce sont tout simplement les 10 ans d'Expertise France. Une grande fête qu'il faudra suivre en ligne. On compte beaucoup sur vous pour cela. On se quitte sur quelques images d'un coucher de soleil de la belle, douce et méditerranéenne Tunis, capitale de la Tunisie. Il me reste à vous dire Pslem.